Bonjour à tous, c'est l'heure de la résurrection pour le MoDem après s'être souvent senti délaissé par une majorité qui l'avait aidé à emporter la victoire. Et pourtant, tous les débats ne sont pas encore tranchés. Il y a les européennes, les municipales aussi, notamment à Lyon, avec le retour précipité de Gérard Collomb et la droite qui se met en ordre de marche. On en parle avec François-Xavier Pénicaud, président du MoDem Rhône et Métropole. C'est parti pour Face à Face. Bonjour François-Xavier Pénicaud. Bonjour. Je le disais, cette fois, ça y est, le MoDem est enfin entendu par l'exécutif. Après 1 an et demi de quinquennat, à râler, à demander, à être plus entendu. À râler, à demander, je crois qu'on n'a pas été déloyaux dans notre démarche. On assume depuis le début de ce quinquennat une ligne qui est certes d'être loyaux vis-à-vis du programme politique présenté par Emmanuel Macron et que nous avons soutenu pendant la campagne présidentielle, et en même temps exigeant dans sa mise en œuvre, exigeant dans le fait qu'on maintienne un pacte social dans ce pays qui soit juste, et un pacte aussi avec les territoires, et pas qu'on cède à la tentation du tout pouvoir, du tout centralisme, parce que finalement c'est là où l'on serait aujourd'hui aux manettes. Il faut pouvoir faire confiance au territoire, et sur ces deux axes-là, oui, les discussions ont été fructueuses. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de prise de conscience dans l'exécutif, aussi une prise de conscience sur la nécessité de mieux impliquer le Parlement, les parlementaires, en plus des territoires, dans la création de la loi, parce que c'est aussi la garantie de faire mieux la loi. Parce que les parlementaires, ce sont des gens qui ont pour responsabilité de porter la voix de leur territoire, de porter la voix de leurs électeurs, et du coup d'ouvrir aussi les yeux sur des choses que, quand vous êtes dans un cabinet ministériel, vous ne voyez pas forcément. Alors c'est un sujet intéressant justement sur le travail parlementaire, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, la traduction dans les actes, c'est plus de place au MoDem lors du dernier remaniement ministériel. Est-ce que finalement on n'est pas tombé dans cette tambouille politicienne que décriait le candidat Emmanuel Macron ? Alors, 3 ministres issus du mouvement démocrate sur plusieurs dizaines de mais il a quand même fallu les négocier. Non, c'est pas une négociation. Il y a eu des discussions sur les lignes politiques. C'est pas sur n'importe quel ministère que que le mouvement démocrate a démontré sa plus-value et a obtenu des portefeuilles, ou du moins s'est vu confier par le président de la République des portefeuilles. Ce sont sur des thèmes sur lesquels le mouvement démocrate est historiquement en pointe dans les réflexions, le travail. C'est la question effectivement des équilibres territoriaux, la question de ne pas faire s'affronter les territoires entre eux, et c'est la question effectivement de la méthode démocratique avec laquelle on peut gouverner ce pays. Donc c'est pas de la tambouille politique, non, c'est qu'à un moment donné, il y a un savoir-faire, il y a des personnalités qui ont des connaissances, une expertise reconnue et un savoir-faire, et que c'était ceux qui étaient les plus efficaces pour mener à bien ces missions-là. Mais quand même, jusqu'à présent, on a beaucoup entendu François Bayrou regretter qu'il y ait si peu de ministres MoDem au gouvernement, ou en tout cas qu'il n'ait pas des ministères plus importants. Est-ce que le soutien du MoDem à la politique de l'exécutif sur le fond se conditionne au nombre de ministres MoDem qu'il y a au gouvernement ? Non, pas du tout. Et si je devais être honnête avec vous, par rapport à ce que pèse le mouvement démocrate dans l'élection d'Emmanuel Macron, je vous dirais qu'il est toujours excessivement sous-représenté. Ça, c'est ma conviction. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Vous me parlez d'ailleurs de François Bayrou. François Bayrou n'a jamais dit le mouvement démocrate n'est pas assez représenté. Certains l'ont dit, comme Jean-Louis Bourlange, qui effectivement a tapé du poing à un moment donné pour dire le mouvement démocrate, deuxième pilier de la majorité, parce que cette majorité plurielle... Vous parlez plus avec François Bayrou alors. Comment ? Il faut plus parler avec François Bayrou alors, si vous l'avez jamais entendu dire ça. Publiquement, François Bayrou on est d'accord, publiquement, ne dit pas le MoDem est sous-représenté. La réalité, en revanche, c'est que dans la façon de travailler ensemble, il faut qu'on ait plus de dialogue, d'ailleurs nationalement comme sur les territoires. Et c'est important. C'est important que cette promesse qui a été celle d'Emmanuel Macron, qui a été celle de cette majorité présidentielle, de dire on va vous proposer une équipe plurielle, pas qui va effacer les diversités des personnels politiques qui vont être dedans. Et je me permets de vous signaler que le Premier ministre, qui n'est pas au mouvement démocrate, n'est pas non plus adhérent de la République En Marche. C'est quelqu'un de la droite républicaine. Et cette promesse-là, de dire on va rassembler des gens de sensibilités différentes pour construire un intérêt général en écoutant toutes ces sensibilités, pour rassembler de grandes majorités larges du pays, c'est cette promesse-là qui doit être tenue. Et certes, le mouvement démocrate est une sensibilité qui doit être écoutée là-dedans, mais pas seule. Et c'est souvent ce que l'on a dit en tant que mouvement démocrate. On a souvent dit, attention, il ne faut pas écouter uniquement un appareil En Marche qui sinon irait contre
sa propre promesse, c'est-à-dire qui redeviendrait un parti traditionnel alors qu'il avait fait une promesse d'avoir une logique politique aujourd'hui différente. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du MoDem, au sein du parti ? On dit qu'il y a pas mal de tensions, notamment entre Marc Fesneau et Marielle de Sarnez, le nouveau ministre qui était président de groupe jusque-là, et l'historique du parti qui avait dû laisser sa place au Parlement. L'ambiance est franchement très très bonne, d'abord parce que quand vous êtes une formation politique qui pendant vous savez qu'il y a des égos, il y a des personnalités dans tout parti. Mais bien sûr, mais c'est normal. On est une formation politique qui Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu une lutte entre les historiques et les nouveaux qui aimeraient émerger ? L'article 2 de notre charte éthique affirme la liberté de nos élus de se positionner en conscience plutôt que sur la consigne. Donc ils sont libres, c'est des personnalités fortes et intelligentes. Bien entendu, ils débattent et dialoguent. Vous me parlez de tension. Non, s'il n'y a pas une question de génération il n'y a pas ça. Non, ce n'est pas... enfin, je ne pense pas que ce soit le sujet, je ne le ressens pas comme tel. J'ai de très bonnes relations, que ce soit avec Marc Fesneau, avec Marielle de Sarnez, avec François Bayrou, avec Patrick Mignola, le nouveau président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, avec Jean-Louis Bourlange, qui a aussi, dont on a beaucoup parlé parce que c'est une personnalité forte. Mais oui, on est exigeant, non pas seulement avec le gouvernement, mais on est exigeant les uns avec les autres. On est exigeant lorsque il faut qu'au sein de cette majorité, on soit plus ferme. Et parfois, certains disent, il faut qu'on soit plus ferme à tel moment, d'autres disent, il faut qu'on soit un peu plus loyaux, il faut que peut-être on trouve plus une ligne de compromis, ou au contraire qu'on soit plus dans le rapport de force. C'est normal, c'est le débat. Et oui, ces débats-là existent au sein du mouvement démocrate. Et c'est ça. Et moi, je demande à ce qu'ils n'existent pas seulement au sein du mouvement démocrate, mais qu'ils existent au sein de la majorité plurielle et au sein de la société française. On se meurt de ne pas avoir de réels débats de fond et de n'avoir que des positionnements de posture. Et oui, on a un enjeu au mouvement démocrate de faire émerger une génération nouvelle, mais je vais vous dire une chose, les premiers qui en sont convaincus, c'est justement Jean-Louis Bourlange, Marielle de Sarnez ou François Bayrou. Et je suis heureux qu'ils en aient... Et François Bayrou, justement, on sait que même s'il ne l'avoue jamais publiquement, on est d'accord là-dessus, il rêve, il est frustré de ne pas être Premier ministre. Est-ce que vous pensez que ça arrivera un jour ? Est-ce que vous le souhaitez ou est-ce que vous pensez qu'il doit laisser un peu la main maintenant ? Moi, je ne crois pas que François Bayrou le rêve, très sincèrement. Je lis, comme vous, dans la presse, ces choses-là. J'échange très souvent avec François Bayrou. Je l'écoute. Non, je ne pense pas que François Bayrou rêve le matin d'être Premier ministre. Je pense que François Bayrou, ce qu'il veut, avant toute chose, c'est qu'il y a un héritage à ce qu'il a construit dans la difficulté au fil des années. Mais cet héritage-là, ce n'est pas un poste à un moment X ou Y. François Bayrou rêve de l'héritage qu'il laissera, pas de poste. Et vous me posez la question, est-ce que je le souhaite ? Je vais vous dire très franchement, non. D'ailleurs, François Bayrou lui-même a dit cette formule-là. On est d'accord, publiquement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il est important qu'on ait au gouvernement des gens qui soient en capacité de bien animer l'ensemble des composantes de cette majorité-là et pas que l'on accuserait d'être les détenteurs d'une chapelle parmi les autres. Et il a raison de ce point de vue. Et justement, au sein de cette majorité, quels sont les dossiers aujourd'hui qui vous tiennent à cœur et dont le gouvernement ne vous donne pas satisfaction pour l'instant ? Quels sont les prochains défis pour vous ? Sur lesquels vous souhaitez peser ? Alors, il y en a plusieurs. Il faut reprendre l'agenda parlementaire tel qu'il est. Nous, pendant la première année, c'est vrai qu'on a dit qu'il fallait donner plus de visibilité et de lisibilité et d'équilibre dans la composante sociale du pacte républicain. Et c'est vrai qu'on a insisté là-dessus. Je regrette, par exemple, très fortement à titre personnel, qu'on n'ait pas plus fait acte d'explication de ce qu'était la portée sociale de la grande réforme sociale de cette première partie de quinquennat, qui était la réforme de la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est une transformation majeure, mais vraiment majeure, de la façon dont demain on va aborder le monde du travail. Tout le monde sait que dans sa vie quotidienne, on a un monde du travail où il y a plus de flexibilité, plus de mobilité géographique, au détriment pour des gens de notre génération, monsieur Besson, parfois de la construction du socle familial. Et on doit préserver ce socle familial parce qu'il est essentiel. Mais ça veut dire qu'on doit aborder différemment notre rapport au monde du travail. Et aujourd'hui, on va donner la possibilité à des gens d'être beaucoup plus souples dans la façon dont ils vont maîtriser leur parcours professionnel tout au long de la vie. C'est essentiel, ça va être un élément déterminant de l'égalité sociale parce que ceux qui sont les premières victimes, quand vous avez une filière professionnelle qui s'éteint, une filière d'entreprise, eh bien, les premières victimes
c'est ceux qui sont le moins formés, ceux qui sont le moins en capacité d'aller chercher un métier nouveau, d'aller transformer leurs compétences. Et cette réforme-là, c'est le premier pilier, et pas le seul. Elle est insuffisante de ce point de vue-là, il faudra qu'il y ait d'autres actes. C'est la réforme qui va nous permettre de redonner dans la formation tout au long de la vie un outil d'égalité sociale. Donc des choses comme ça, c'est absolument majeur dans les temps qui viennent. Alors l'autre actualité, c'est la campagne des européennes qui se prépare. Et comment vous les préparez justement, vous, au MoDem? Déjà, est-ce que ça sera une liste commune avec La République En Marche ou c'est pas encore tranché? Alors la première préparation est programmatique. Au printemps, au moment de notre dernier congrès national qui était en décembre et ensuite au printemps, nous avons lancé 7 grands groupes de travail nationaux au sein du mouvement démocrate. Moi, on m'a demandé avec Sarah El Haïry de m'occuper de l'un d'entre eux sur le modèle social. On est en train de faire tout un ensemble de séminaires décentralisés un peu partout en France pour travailler là-dessus, avec des associatifs, avec des experts. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une méthode de travail qui est renfermée sur nous-mêmes. Et quel sera le thème fort pour vous de ces européennes, selon vous? Alors là, il y a un débat au sein de cette majorité et moi je vais vous dire ma conviction profonde de ce qui doit être la ligne demain des élections européennes de la liste que soutiendra le mouvement démocrate. L'une de ces lignes, c'est de dire est-ce que l'on doit faire un débat binaire, populiste contre progressiste, ou est-ce que l'on doit ça, pour le coup, c'est pas vraiment vous qui le décidez. Quel est le projet que l'on va proposer, porté par l'Union européenne, pour les citoyens? Et moi, je pense qu'il faut faire ce travail. Donc, institutionnellement... Je pense qu'il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas caricaturer ce débat en disant soit vous êtes pour, soit vous êtes contre l'Europe. Non, si on fait ça, les citoyens rejetteront l'Europe et ils auront raison, donc, parce que l'Europe ne s'occupera pas ça sera sur de les leur emploi. institutions européennes, c'est ça que vous dites Il faut un débat effectivement sur la démocratie européenne et la façon dont on crée une expression démocratique au sein du territoire européen, bien entendu. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Moi, je pense qu'il faut que cette campagne européenne dise des choses très fortes sur qu'est-ce qu'on le veut que l'Europe fasse et comment on veut qu'elle s'organise sur des sujets majeurs tels que l'emploi, la convergence sociale, la convergence fiscale. La question fiscale est très importante et je pense qu'il faut l'assumer. Et aussi des sujets de société majeurs, je vous en cite 2 essentiels. La question de la transition environnementale. Moi, je milite pour que, de même que nous avions un programme agricole commun, une PAC, je veux qu'on ait demain une PCC, un programme climatique commun, qui nous permet d'à la fois aborder la transition de notre économie, la transition de notre politique énergétique, la transition de nos modes de production, y compris agricoles, mais aussi des questions internationales, parce que toute une partie des migrations qui atteignent l'Europe aujourd'hui sont des migrations climatiques, sont déjà des migrations climatiques, et que donc on doit avoir une politique de co-développement, et que donc y compris on doit pouvoir mettre en œuvre ce que le Parlement européen a décidé, mais que les États ne mettent pas en œuvre, une taxation des produits financiers, la fameuse taxe Tobin ou Robin des Bois, comme vous voulez, qui soit y compris affectée. Faire des pactes, des accords avec tous les autres pays, sauf qu'on voit qu'Emmanuel Macron, qui était très pro-européen, a fini par revoir quand même ses ambitions par la force des choses. Parce qu'il ne peut pas travailler seul au sein de l'Europe, mais on va parler de ça. Stratégique européen. Mais vous n'avez pas répondu du coup sur la liste. Et que vous souhaitez qu'il y ait une liste MoDem, comme il y a eu des candidats MoDem aux législatives indépendants, ou qu'il y ait une seule liste commune? La réponse est dans ce que vous venez de me dire. Emmanuel Macron n'a pas pu aller jusqu'ici au bout de ce qu'il souhaitait pour le projet européen. Nous avons besoin, si on veut pouvoir mettre en mouvement l'Europe, à dire, ce n'est pas un projet de statu quo qu'on porte, c'est un projet de mise en mouvement, on a besoin de donner de la force à cette idée-là. Pour donner de la force, il ne faut pas que l'on s'enferme dans des nuances programmatiques, mais que l'on sache faire des rassemblements larges qui comprennent bien entendu le mouvement démocrate et En Marche. C'est la ligne qui a été affirmée par Christophe Castaner quand il était délégué d'En Marche et par François Bayrou et que nous avons poussé... François Bayrou disait on réfléchit pour l'instant. Alors, on réfléchit au contenu et il faut qu'on voit effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une ligne forte. C'est une ligne forte. Est-ce que cette ligne-là, elle doit être sur ce que l'on propose pour les citoyens et ça doit être une ligne de rassemblement de ceux qui veulent mettre l'Europe en mouvement? Parce qu'en réalité, ceux qui veulent mettre l'Europe en mouvement, qui va en gros, si on veut caricature le paysage politique, de Daniel Cohn-Bendit à Alain Juppé. Quand vous travaillez thème par thème, très rapidement, on arrive à faire des convergences programmatiques. Et on doit les faire, et on doit les construire pour proposer un horizon européen positif à nos concitoyens. Ça, c'est votre volonté. Il n'empêche que la réalité des faits, c'est que les populismes montent partout en Europe. Oui. Comment on répond à ces attentes? Eh bien, justement... Les personnes qui veulent moins d'Europe, finalement, vous leur en proposez plus? Non. Alors, non, bien entendu, il y a une partie de la population qui veut moins d'Europe, et je les entends. Et pas négligeable. Et qui n'est pas négligeable. Et il faut entendre pourquoi. Il y en a certains qui veulent moins d'Europe
par principe, parce qu'ils veulent se recroqueviller sur un périmètre... Il y a la question de la souveraineté nationale qui revient beaucoup. La question de la souveraineté, par exemple, est absolument centrale dans ce débat européen. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, mieux d'Europe, une Europe forte, c'est se donner les moyens d'être souverain dans nos décisions internationales, d'être souverain dans nos capacités. Ça n'a pas donné les résultats attendus, d'où mais nous n'avons pas construit de souveraineté européenne parce que nous n'avons pas construit d'intégration européenne sur des éléments stratégiques. Est-ce qu'on a créé une intégration européenne réellement forte, par exemple sur nos affaires étrangères? L'a-t-on fait? Regardez quand nous parlons des accords commerciaux. Si nous étions conscients de notre force européenne, unie, l'Europe est le premier marché solvable du monde. Unie, l'Europe peut déterminer demain les moyens de production dans le monde. Mais non, pardonnez-moi, mais c'est pas que l'économie. C'est les conditions sociales par lesquelles on va produire. C'est les conditions de travail par lesquelles on va le faire. C'est la façon dont on va organiser un système de santé. C'est la façon dont on va organiser la capacité de créer des ascenseurs sociaux partout en Europe. C'est la façon dont on va mettre des règles de production environnementalement responsables qui vont freiner le réchauffement climatique. On peut se mettre 2 secondes à la place d'un électeur français qui se pose des questions sur l'Europe et qui entend, par exemple, un député qu'ils ont élu, notamment de la France Insoumise, faire une vidéo pour expliquer que son mandat, finalement, de député ne sert pas à grand-chose, que lui, son rôle, c'est surtout d'être, je cite, un animateur de la démocratie, faire le clown à l'Assemblée pour se faire remarquer par les médias et pour porter des débats sur le débat public. Est-ce que ça fait pas mal, ce genre de message venant d'un député? De dire que finalement, les députés français... Et moi, je dis aux électeurs, ouvrez les yeux. Mais il n'a pas complètement tort. Quand la personne que vous citez à l'extrême gauche, ou qu'aux dernières européennes, un Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le citer, vous annonce dès le départ que de toute façon, ils ne conçoivent pas leur mandat pour être utile à la population, mais uniquement pour être utile à de l'ego-trip, pardonnez-moi, c'est irresponsable. Et je dis aux électeurs, méfiez-vous de ces attitudes-là. Ensuite, oui, nous devons être responsables et nous devons être exigeants. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans la démocratie. C'est pas exactement ce qu'il dit. C'est pas je vais entraver le travail. C'est qu'il dit de toute façon, on est des députés, mais on retranscrit la plupart des textes qui sont votés au Parlement européen. Et donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est faux. C'est faux? Le travail parlementaire sur la déclinaison des directives européennes. Il n'y a pas plus des 3/4 des textes qui sont finalement que des retranscriptions des directives européennes qui ont été décidées plus haut? Eh bien non, parce que sinon ça servirait à rien et on en ferait un copier-coller et on ne les travaillerait pas à l'Assemblée. Or justement, l'un des soucis dans la fabrique des textes, c'est que l'on s'abrite souvent derrière l'Europe pour ne pas assumer ce que l'on fait soi-même. Prenons un exemple là très récent, la dérégulation des tarifs du gaz. J'entends des gens dire à la télé, d'ailleurs y compris au sein de la majorité, dire « Ah ben ça c'est la faute à l'Europe parce qu'il faut qu'on applique ce que nous demande de l'Europe sur le sujet ». Mais c'est pas vrai. La décision, elle a été prise en Conseil d'État, elle a été prise, Conseil, pardonnez-moi, des chefs d'État, au Conseil européen, et ce n'est pas une décision où les États et les pouvoirs parlementaires nationaux n'ont pas été associés. Mais comme on a cette habitude merveilleuse qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire... En quoi les parlementaires nationaux ont été... Les parlementaires nationaux, bien souvent d'ailleurs, quand on parle avec nos collègues européens sur d'autres pays, ils nous expliquent à quel point ils sont étonnés des débats français parce que le problème des normes en France, il est bien souvent dans une application, dans la déclinaison française, la plus rigoriste et contraignante du cadre souple qui est proposé par l'Union européenne. Et bien souvent, la rigueur, elle vient de ce que justement nos parlementaires font du cadre des directives européennes. On est dans une espèce d'angoisse systématique où on veut toujours surjouer le contrôle dans la fabrique de notre loi nationale. Il est là le problème. Et donc vous dites, en gros, pour résumer, il faudrait assumer que les députés français n'aient pas autant de pouvoir, que ça soit relégué à des députés français élus au Parlement européen. C'est ça, il faudrait l'assumer tout simplement? Mais moi je pense que nous n'aurons, encore une fois, de souveraineté réelle. Vos téléspectateurs, ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, dans le jeu de l'économie, face à la Chine, face aux États-Unis, dirigés par un Trump qui est agressif, on a besoin de peser fort et que ce n'est pas chacune des petites composantes européennes qui pèsera fort. Un tiers de notre économie est basé sur l'export. Qu'en deviendra-t-il si nous ne jouons pas le jeu de la mondialisation? Et là-dedans, oui, il faut assumer que pour avoir une souveraineté réelle, il faut la construire au niveau européen. Si nous ne construisons pas la souveraineté européenne, nous ne construirons pas de souveraineté du tout. Et je vous parlais de l'exemple climatique tout à l'heure. Il est absolument
exemplaire de ça. Et tout le monde en a conscience, peut-être, soyons sauf les très responsables clairs, politiques. on nous Est-ce que ça vous redira intéresse personnellement que le nuage nucléaire s'arrêtera à la frontière. C'est Est-ce absurde. que ça vous intéresserait personnellement une place sur une liste européenne? Bien sûr. Mais bien sûr, ce mandat est l'un des plus beaux pour changer la vie des citoyens. Mais c'est pas le sujet. Mais bien sûr que, ce serait fascinant. Enfin, comme je vous disais, aujourd'hui, je travaille sur un modèle social pour l'une des piliers de la famille politique à laquelle j'appartiens, pour un des piliers de la majorité parlementaire. Bien sûr, mais enfin, c'est pas sérieux comme discussion. C'est une question simple, voilà, vous avez répondu. Après les européennes, il y aura les municipales. À Lyon, elle est déjà lancée avec la candidature d'Étienne Blanc. Maintenant, après Gérard Collomb, c'était un peu précipité. Vous partagerez la liste de Gérard Collomb? Il est trop tôt pour pouvoir le dire. On a des discussions, des dialogues qui doivent pouvoir se nouer. Rien n'est évident tant que nous n'avons pas abordé la question de quel projet pour notre territoire. Aujourd'hui, vous me parlez d'hommes. Moi, je sais que nous avons travaillé avec Gérard Collomb au sein de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon depuis un certain nombre d'années, en confiance. Ça s'est très bien passé avec, par exemple, Fouzia Bouzerda, qui aujourd'hui est présidente du CETRAL et deuxième vice-présidente de la métropole de Lyon, qui est membre du MoDem, la maire du 3e arrondissement, Catherine Panessi, etc. Il y a des personnalités fortes au sein du mouvement démocrate qui participent de cette majorité. On a tout à fait travaillé en bonne intelligence à la région avec Étienne Blanc par ailleurs, mais la question aujourd'hui, c'est sur ce territoire, quelles sont les majorités? Moi, ce que je souhaite pour notre pays et notre territoire, et j'ai eu l'occasion de le dire et je le redis devant vous, c'est que des majorités de projets se constituent, larges. Votre cœur balance pour l'instant, il n'y a pas de préférence entre Gérard Collomb et Étienne Blanc? Si, je l'ai déjà dit, mon souhait, c'est que l'on puisse travailler à décliner dans nos territoires le périmètre de la majorité gouvernementale, dont je rappelle que le Premier ministre n'est pas membre dans et justement, est-ce qu'il faudrait doit aller au-delà des appareils politiques? Gérard Collomb est parti du gouvernement au moment où la popularité est assez basse du gouvernement. Est-ce qu'il faut vous souhaitez qu'il se détache de l'étiquette de La République En Marche? Est-ce qu'aujourd'hui, cette étiquette, elle est devenue un poids? Pas du tout, mais pas du tout. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous parlez d'élargissement. Je vous dis, mais c'est ce que reprenez mes propos d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Je suis d'une constance et le mouvement démocrate terrible sur le sujet. C'est que nous devons faire des priorités de territoire, des majorités de territoire, que bien des gens qui peuvent partager un socle de valeurs plus ou moins proche de nous ont envie de faire bouger ce territoire et qu'on doit pouvoir leur faire une place. Nous ne devons pas être prisonniers des étiquettes. Être prisonnier des étiquettes, c'est emprisonner notre territoire et l'intérêt de notre territoire. Est-ce que vous ne sentez pas une envie de renouvellement quand même? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et vous ne lui conseillez pas, lui, voilà, il s'est imposé tête de liste de sa liste. Mais le renouvellement, c'est un renouvellement dans l'ensemble des cadres politiques. Et on a besoin d'associer... Ça commence par ceux qui sont en plus haut. Mais on a besoin d'associer sur des territoires aussi stratégiques que ça, l'expérience au renouvellement. À nous de savoir trouver les équilibres là-dedans, mais effectivement, moi je le dis de façon tout à fait posée, il peut être tout à fait légitime d'avoir un candidat à la présidence de la métropole ou à la mairie de Lyon qui soit quelqu'un de très forte expérience, mais il faudra autour de lui pouvoir donner de l'oxygène qui permette de renouveler l'ensemble de la vision et des politiques publiques. Et ça sera une des exigences, bien entendu, du mouvement démocrate. David Kimmelfeld. Sur quelle base programmatique? Parce que là, vous me parlez de place, quand même. On a parlé pas mal de programmes, mais c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas au niveau des programmes, on est au niveau des castings. Pour le coup, c'est pas moi qui le décide, c'est ceux qui se déclarent candidats. David Kimmelfeld, certains diront qu'il n'a pas démérité. On sait qu'en ce moment, il rencontre beaucoup de gens autour de lui, du centre notamment. Est-ce qu'il vous a rencontré? Est-ce que vous allez le rencontrer? Et est-ce qu'il ferait un bon candidat? On a des échanges très réguliers avec David Kimmelfeld. Il ferait tout à fait un bon candidat. Vous sentez qu'il prépare quelque chose? Mais... J'espère bien qu'il prépare l'avenir de la métropole. Il est président de la métropole de Lyon. Donc s'il ne le faisait pas, pour le coup, il en aurait tort. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que nous soutiendrons un tel ou un tel à la présidence de la métropole de Lyon. La question n'est pas sur la table aujourd'hui. Ce n'est pas la question, en tout cas, que nous, on veut aborder aujourd'hui. Je rencontrerai, et j'ai des échanges avec David Kimmelfeld, j'ai des échanges avec Gérard Collomb, j'ai des échanges avec Georges Kepenekian, j'ai des échanges avec bien d'autres. Et il faut... Encore une fois, moi j'insiste là-dessus, et c'est ce que je leur dis aux uns et aux autres, arrêtez de me demander si ce que moi je veux faire à titre personnel ou le être interviewé, je vous demande votre avis. Non, mais si je dis ça, c'est que certains, y compris, l'apportent. Mettons-nous autour d'une table pour savoir
Quel est le projet que l'on veut pour cette métropole? Ça, on l'a compris. Il nous reste moins d'une minute. À la région, la démission de Patrick Mignola, est-ce que c'est un désaveu, un symbole du désaveu du MoDem pour la politique de Laurent Wauquiez? Est-ce que vous allez d'ailleurs voter le budget proposé? Non, ce n'est pas du tout le sujet de la démission de Patrick Mignola. Patrick Mignola on est d'accord, mais est-ce qu'il y a ça à la derrière? fois président aujourd'hui du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, ce qui est un gros changement dans son agenda. Il est toujours chef d'entreprise, toujours jeune papa. De la majorité à la région? Aujourd'hui, le Mouvement démocrate est un groupe qui participe de la majorité régionale. Nous avons signé un pacte de majorité. Simplement, il y a une chose dans cette majorité que nous disons et que d'ailleurs la démission de Patrick Mignola nous donne l'opportunité de dire peut-être plus clairement dans son labellisation, c'est que nous sommes solidaires du pacte de majorité, mais nous sommes libres dans l'appréciation de ce qu'est la qualité de sa mise en œuvre. Vous continuez à soutenir le président de l'opposition au niveau national, qui est votre opposition à vous également. Nous soutenons un projet régional qui, par exemple, a été de désendetter cette région, de développer nos capacités d'investissement, de développer notre capacité à rénover nos lycées où il y avait un retard massif qui avait été pris, de prendre nos responsabilités sur la sécurisation des usagers qui fréquentent nos territoires, d'avoir une politique de l'emploi qui soit exigeante. C'est ça que l'on soutient. Les questions de posture politicienne liées aux personnalités des uns et des autres, ça suffit. Arrêtons de prendre en otage, et je le dis aux uns et aux autres, arrêtons de prendre en otage nos territoires par les postures nationales, s'il vous plaît. Merci beaucoup François-Xavier Pénicaud d'avoir été l'invité de Face à Face. Très bonne semaine à vous. Merci à vous.